à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir à la Fondation Pernod Ricard pour cette 4e séance des Monts Nouveaux. Avant de passer la parole à Caroline Naféji, qui est à côté de moi et qui a orchestré ce programme, la Fondation tenait à remercier encore une fois le ministère de la Culture et tout le comité des Monts Nouveaux de nous avoir associés à ces beaux projets. Et donc je vous souhaite une très belle soirée. Je passe la parole à Caroline pour nous parler de ces mécaniques de la matière. Voilà, bonne soirée. Merci. Voilà, je voulais surtout déjà, avant tout, remercier la Fondation Pernod Ricard qui nous accueille pour ces 7 soirées avec cette équipe merveilleuse. Bien sûr, les Mondes Nouveaux, c'est ce projet qu'a lancé Emmanuel Macron il y a maintenant plus d'1 an, qui donne la parole aux artistes. Donc c'est un programme assez exceptionnel. Et c'est grâce à ce programme que tous ces projets aujourd'hui existent, avec des remerciements évidemment tout particuliers pour Bernard Bisten qui a porté, imaginé, inventé tout ce projet, Maud de Seine qui en porte toute la production, Margot Gillet qui est à ses côtés et aussi sur la production de tous ces événements des soirées Pernod Ricard. Donc voilà, j'en ai fini pour les remerciements, mais ils sont vraiment importants parce que tous ces projets se font grâce à toutes ces équipes. Je vais vous présenter chacun des designers qui sont ce soir invités pour vous faire rêver des mondes nouveaux. À commencer par Sophia Taillé, donc est designer, tu as été formée à l'École des Arts Décoratifs. Son sujet, c'est principalement la matière, toutes les matières, qu'elle façonne avec l'aide la contribution d'artisans. Donc elle cherche la forme qu'elle peut donner. Cette recherche aboutit la plupart du temps à des installations et des performances, comme ce soir, autour du sable. Et de ces émergences de formes et d'objets, elle va imaginer une fonctionnalité à donner à ces objets. Donc ce soir, vous allez découvrir tous les objets de verre qu'elle a réalisés pour cette performance ce soir, avec François Malbranc qui va danser dans cette performance, et Olivier Gasnier qui a imaginé la création musicale. Vous avez aussi cette vidéo ici de Raphaël et Marion, Pinafo Pluvinage, dont vous avez sans doute entendu parler, qui se sont énormément fait remarquer à l'occasion de cette édition qu'on appelle Papier Machine, qui est celle-ci, qui est une édition mais qui est aussi une grande installation. L'édition, vous la retrouverez dans la cafétéria librairie si vous voulez en acquérir une. C'est assez rare de pouvoir les rencontrer. Raphaël et Marion se sont rencontrés à l'ENSI et ils travaillent dans le cadre de Monde Nouveau sur un autre objet, livre, jeu, qui fera aussi l'objet d'une installation comme toujours. Vous travaillez d'abord sur l'installation puis sur l'édition de ces objets. Avec une particularité, c'est que dans votre processus de travail, vous êtes dans une expression très low-tech. Low-tech qui cache en fait une technologie assez exceptionnelle, notamment pour ces objets qui sont sonores, grâce aux encres qui transmettent l'électricité que vous avez utilisée. Mais vous pourrez en dire un peu plus tout à l'heure. Et donc ce soir, ils vont vous présenter les ébauches, le début de leur travail de recherche autour du sable, toujours avec un entraînement de machine. Alexandre Imbert, il est designer formé à l'Académie de Eindhoven et sa matière est plutôt le film. Il travaille sur l'émotion que suscitent les objets, le travail des autres designers et artistes. Et dans le cadre de Monde Nouveau, il a travaillé sur une 30aine d'artistes qu'il filme. Il dit ces films expérimentaux, mais en tout cas c'est une sorte de collaboration à 2 voix entre l'image et cette émotion qui est transmise par le discours qui fait partie des images. Vous découvrirez vous-même. Donc un extrait du film des Mondes Nouveaux qui ne porte pas sur les designers qui sont invités ce soir, mais qui ouvre justement le champ de ce que sont d'autres pratiques des Mondes Nouveaux autour du sable. Et puis Aurélien Fouillé qui est philosophe, qui enseigne les sciences humaines, mais aussi qui s'occupe d'un programme de recherche et à l'ENSI et à l'école Camondo, et qui va mener le débat et la discussion avec l'ensemble des designers sur ces grands enjeux du sable aujourd'hui, tant pour un designer que par rapport à la raréfaction de la ressource.
Donc voilà, passez une très bonne soirée. On va commencer ici avec Sophia Taillé et sa performance. Et puis ensuite, on ira dans l'auditorium et on finira autour d'un verre dans la librairie café. Merci.
effectivement, on a un travail qui traverse plusieurs champs, qui va de l'objet à l'installation, au jouet. Mais vraiment, ce qui fait le fil rouge à chaque fois de notre travail, ça va être, je pense, c'est la manipulation, l'action, l'interaction avec un objet ou un dispositif. Et comme l'a dit Caroline, il y a un des projets qu'on a mené depuis un bout de temps qui s'appelait Papier Machine, qui est une collection de jouets. En fait, c'est une collection de livres jouets où chaque fois le volume va s'intéresser à un phénomène scientifique ou technique. Donc, le premier volume était sur l'électronique et le deuxième volume est autour du sable. Et donc ça fait partie de il y a 3 projets en fait qu'on poursuit dans le cadre de. Alors c'est des branches des mêmes projets dans le cadre de Monde Nouveau qu'on vous présente ce soir, dont le premier volet c'est ce cahier. Et donc maintenant on le précise, c'est des projets qui sont en cours. Sur certains, on est vraiment au tout début de la recherche, sur d'autres, on est un peu plus avancé, mais ce n'est pas encore du tout bouclé. Et le travail qu'on fait ce soir, du coup, c'est on a cherché. Alors on peut avoir des problèmes techniques, quelque chose qui tombe, etc. On va essayer de faire semblant que ça fait partie de l'histoire. On n'a pas, voilà, c'est quelque chose qu'on a fait un peu que pour ce soir. Et même parler de nos objets, en fait, on le fait très peu. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de faire des objets qui parlent sans nous. Que ce soit quand ce soit des jouets dispositifs, d'être jamais présent. Donc ce soir, je vais faire un objet, j'espère qu'il ne va pas être rébarbatif, parce que je vais expliquer chacun des jouets exactement comment ils fonctionnent. Mais on va essayer de voir ce que ça donne. Ça donne un nouveau regard à ces principes. Et en fait, donc la vidéo qu'on voit là, c'est un truc assez marrant. En préparant la soirée, on s'est rendu compte que c'est assez rare dans les projets de se rappeler du moment où tout a commencé. Enfin, ça ne nous arrive jamais en fait. Et là, on s'est dit, mais en fait... Et c'était sur la plage, alors c'était entre Carnon et Port-Camargue, Carnon et Palavas, c'est sur la plage. Vraiment, on a eu cet effet, on s'est fait, waouh, c'est super, le prochain papier machine, il sera sur ce thème. Puis voilà, du coup, c'est comme ça qu'on a avancé. Je vais vous présenter un peu plus concrètement ce que c'est. Dans le cahier, l'idée, c'est d'avoir s'adresser à plusieurs principes autour du sable, autour de phénomènes qui sont propres au sable, autour de phénomènes que le sable va pouvoir montrer ou révéler. Donc il y a un premier groupe de travail qui va être un premier groupe de projet qui est sur le sable comme moyen de stocker l'énergie. Donc vraiment cette idée de si je mets du sable dans un réservoir et que je le soulève, le sable tombe en fait. Et même manière qu'un barrage, en fait, c'est l'énergie stockée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir alimenter une petite roue qui va tourner. Et donc ce principe, on peut le continuer. Si on met le réservoir plus haut, en fait, on stocke plus d'énergie. On stocke l'énergie qu'on a utilisée pour monter le sable à une certaine hauteur. Donc, et donc de ce principe-là, on a commencé à essayer ce jouet où en fait il y aurait plusieurs types d'ailettes. Et on peut explorer, donc, en plus que ces mouvements de sable, différents effets visuels. Et il y a ce jeu, du coup là on retrouve des propriétés propres au sable, qui est de faire des flux différents. Alors tous les petits réservoirs, les petits cônes, en fait ils ont des pastilles qui permettent aux joueurs de venir varier le débit. Donc là c'est un petit trou. Et quand on a des trous des trous plus gros, forcément ça génère des vitesses de rotation plus élevées. Alors celui-là, il semble qu'il est un peu en panne. Parce qu'il est plein de sable. Voilà. Ils sont un peu capricieux. Donc là, lui, il tourne beaucoup plus vite. Donc c'est un autre effet de persistance rétinienne où les grilles s'ajoutent. Mais en fait, il y a cette idée que, en fait, finalement, quand on a commencé à les faire, c'est jouer. Après, on a bien cette idée qu'en fait, c'est le joueur qui va chercher les vitesses, expérimenter les effets, etc. Mais en fait, des fois, la vitesse, c'est pas la propriété la plus intéressante. Quand on va dans un débit un peu plus bas, voilà, on peut retrouver des effets où en fait il va y avoir une vague
où là, c'est un mécanisme qui va être propre au système, qui fait que la première pale tourne et puis va faire tourner les autres. Un peu comme une ola, mais en fait, et puis des fois, on a des espèces j'arrive pas à vraiment le trouver là, mais vraiment de vagues plus ou moins douces ou plus ou moins saccadées. Ça dépend de où est-ce qu'on place le. Donc, il y a cette recherche en tâtonnant, de trouver le mouvement parfait, quoi. Enfin, qui nous intéresse. Ensuite, toujours sur ce principe, on a développé un deuxième jeu qui est là où un peu plus sophistiqué, la mécanique, là c'est simplement une pale qui tourne. Là on commence à avoir des roues qui vont tourner. Et en fait, ce jouet qu'on vous montre là, il est de dos. Enfin, on l'imagine de dos. En tout cas, il est d'un certain côté. Enfin, on l'a tous imaginé en fait avec un dos qui est où le mécanisme et le phénomène est observable et où en fait ils ont une face où là par contre on essaye un peu de flouter le joueur, enfin de perdre un peu le spectateur ou le joueur, c'est-à-dire qu'on cache un peu le mouvement, on essaie de le transformer, on essaie de donner l'impression que c'est ce petit verre qui va rentrer et sortir, mais en tout cas on perd un petit peu la notion de rotation. Et c'est vraiment dans tous ces objets l'idée d'éveiller une curiosité dans le joueur pour qu'il aille un peu plus loin, qu'il cherche comment ça marche. Pas un truc qui va être didactique, qui va dire voilà ça tombe, ça c'est au dos de l'objet. Donc on a commencé à explorer d'autres mouvements de rotation, enfin à partir de mouvements de rotation, mais qui perdaient un peu le joueur. Alors là on est plus sur le, je sais pas la quoi ? Tapis roulant. Ouais, le tapis roulant je pense, imagine de valise, enfin de l'endroit où on récupère les valises à l'aéroport. Enfin, cette espèce de bon, je sais pas, peut-être c'est pas ça du tout, mais en tout cas, bref, de trucs qui est lié, quoi. Peut-être revenir juste. En fait, on va faire lui, puis lui. C'était pas prévu. Non. Là, par exemple, on va être sur un mouvement qui va être presque digital, mais ouais, il y a un peu ce Snake des premiers Nokia où on n'a pas beaucoup de pixels et où il y a des points qui se suivent et qui se courent après. On n'a plus trop la notion de la rotation. Et où en fait, l'autre côté, on est plus sur un mouvement en expansion. C'est vraiment une forme qui va grandir, alors que c'est toujours la rotation à l'intérieur. Hein. Là, on les a mis les deux du même côté, mais en fait, parce que c'est des protos, l'idée c'est que, faut imaginer, il y a un effet, puis quand on le retourne, on découvre la rotation. Et hop, je reviens légèrement sur lui. Désolé. Où là, on arrive presque à avoir un effet de clignotement. Donc ils vont tourner. Après, voilà, les jouets, ils ont des autonomies, ça dépend du débit. Hein. Il y a cette notion de si l'énergie on la utilise plus vite, le jeu dure plus lentement. Donc ça dure 2 ou 3 minutes en général, selon le débit. On avait essayé de poursuivre cette idée un peu de mécanique programmée, entre guillemets, c'est de maîtriser quelque chose, une séquence. Un peu comme on ferait avec des transistors sur un ordinateur, comme l'idée de programmer un mouvement, ce sable qui génère des mouvements complètement aléatoires, de venir si on ne pouvait pas avoir un mouvement qui était vraiment séquencé. Ouais, ici, il y en a qui plante un peu. Oui. Mais il y a ce séquencement et en fait qui permet aussi en fait d'approcher des phénomènes de bascule et de bascule. Ouais, mais même le dessin des dunes, fonction de. Exactement. On ne voit pas, c'était pas assez longtemps. Pas longtemps, mais en fait en fait, oui, mais je voulais pas entrer dans la complexité il y a d'autres. Là, ça crée des dessins de dunes et en fait, ce principe de venir avoir du sable qui vient se séparer en deux, puis séparer en deux, séparer en deux. En fait, à la fin, on devrait retrouver une espèce de dune qui est comme ça, qui, pour ceux qui ont fait un bac S, qu'on fait des statistiques, ça donne une courbe de Gauss. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais en fait, qui donne un truc assez technique et caractéristique, mais on aime bien toujours dans les projets pas forcément avoir ça derrière. Si quelqu'un s'y intéresse, il peut comprendre, mais c'est pas forcé de le comprendre. Mais en fait, en théorie, le sable devrait dessiner une espèce de forme de courbe de Gauss. Et donc ça donne ça de ce côté-là. C'est presque une animation qui est presque... En tout cas, il n'y a plus de rotation, etc. Un truc numérique, quoi. On va passer à la suite. Et
Et donc là, on a continué cette piste de venir contrôler le mouvement. C'est-à-dire que là, on avait des roues qui tournaient à vitesse constante. On a commencé à explorer en fait, des routes où, en fait, selon les pales, en fait, on va pouvoir générer des saccades. En fait, on va programmer un mouvement. On est vraiment dans une logique de programmation mécanique. Et du coup, avoir des mouvements qui ne vont plus être forcément linéaires. Il va y avoir des à-coups. Celui-là est très très simple, mais... et puis, comme toujours, selon là où on place l'objet, ça va... c'est assez fin, en fait. Hein. À chaque fois, cet objet, on peut changer l'origine, la place d'une pièce à 1 millimètre, et hop, le mouvement va prendre une autre direction ou changer de rythme. Et donc, on a imaginé cette série de jouets qui, au-delà d'explorer ces mouvements mis en route par le sable, il y a d'expliquer, de jouer avec des principes de pendule ou de double pendule. Donc on a ces pièces qui sont comme de forme de petits mécanos qu'on vient assembler et on vient essayer de se mettre ces pendules, ces assemblages en mouvement, en essayant en fait à chaque fois de créer des mouvements intéressants. Alors là on l'a fait nous. Mais l'idée, c'est que c'est le joueur qui vienne essayer de trouver son mouvement particulier qui va au-delà, parce qu'à chaque fois, on part d'une rotation, qui va au-delà d'une rotation. Donc, avec certains assemblages qui vont générer plus ou moins d'aléatoires, plus ou moins contrôlés. Donc lui, on voit vraiment si je le mets... il va presque commencer à avoir un comportement, on va penser vivant, quoi. Ah, il s'est auto-bloqué. Hein. Là, il s'est auto-bloqué. Bon, je passe au suivant. Il est censé y arriver. Ce soir. Là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je change le débit pour que ça ait un peu plus de force, pour arriver à soulever tout ce poids. Et après, on joue aussi avec des effets de parallaxe, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est derrière, un mouvement qui est devant, et donc ils vont avoir des... je crois qu'on a fini avec cette série. On va passer à la suivante. Pas très joli ça. Et alors là, on est sur des jouets qui ont plus du tout... Le sable est plus du tout utilisé comme... vraiment utilisé comme réserve d'énergie, c'est-à-dire que le mouvement est vraiment généré que par des contrôles... Il n'y a plus tout de variabilité qui est apportée grâce au sable. Là, la conversion du mouvement se fait par des... vous allez voir, mais par des roues dentées. Et donc, il y a simplement un mouvement qui va 2 fois plus vite que l'autre. C'est que des jouets qui se bougent. Hein. Vraiment, faut... Je sais pas si je vais trop vite. Et donc, voilà le mécanisme à l'intérieur. Bon, après, à chaque fois, on essaye quand même d'exploiter au maximum. Il y a toujours cette idée, ça c'est quelque chose qui est assez caractéristique dans notre travail de manière générale, et spécialement là, c'est de partir du principe le plus... Enfin, en tout cas, d'exploiter l'effet le plus généreux possible. C'est-à-dire que même avec une rotation, là, on essaie de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un assemblage de 2 couleurs ? En fait, c'est assez intéressant pour la composition de couleurs, d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 couleurs qui ne se rencontrent jamais. Hein. Il y a le rose et le vert foncé sont ensemble, et les 2 verts... donc c'est l'espèce de jeu qu'on essaie toujours de... Voilà, 2 couleurs qui ne se verront jamais. Donc ça, c'était... Voilà la partie qu'on a bien avancée. Et maintenant, on entame d'autres phénomènes que le sable peut révéler, ou que le propre au sable. Donc, il y a des sortes de révélation d'ondes. Il y a cette idée aussi de venir tracer des choses avec du sable.
la caractéristique du sable de pouvoir déposer et venir marquer quelque chose. Donc on a ce premier, alors c'est vraiment un début. En fait, c'est cette espèce de petite machine là où on a des feuilles pré-perforées et on vient perforer sortir les petits bouts du texte ou du motif qu'on veut tracer. Et on va venir ensuite remplir. Voilà. Donc ça c'est la version motif, et puis je peux faire la version texte qui demande un peu plus de dextérité, qui est encore en développement, on va dire. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, mais il y a écrit un truc. Donc ça c'est le premier pan. Enfin c'est le premier. C'est le premier pan de notre recherche qui va du coup s'incarner à la fin dans un cahier. Donc ça prend ces formes-là, papier machine, c'est vraiment des cahiers où il y a les jouets qui sont prédécoupés à l'intérieur. C'est des objets un peu particuliers, c'est-à-dire c'est vraiment des trucs qui sont à la frontière entre un livre d'artiste et un cahier d'illustrateur ou un livre de jouets pour enfants, mais on est assez hybride comme genre d'objet. Donc ça sera le cahier, et ensuite on développe une deuxième partie qui est une installation à une autre échelle. Donc ça c'est vraiment une recherche, je ne sais pas si ça aura exactement cette forme, c'est une maquette de recherche un peu peaufinée pour ce soir. Mais en fait, ce qu'on a identifié par contre, ce qui est sûr, c'est cette envie forcément de grand format, mais je ne sais pas si on voit bien, mais de rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que toujours cette logique qu'on avait sur les objets de face, dos, là on va l'avoir extérieur-intérieur. Ça sera une machine quasiment, on n'aura aucun mécanisme visible extérieur, et par contre à l'intérieur, c'est là où on viendra peut-être sur des échelles, en tout cas porter le sable à différents endroits, avec un jeu qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'il faut tout remplir et puis sortir pour venir observer qu'est-ce qui se passe, ou qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Enfin, ça crée des interactions assez marrantes. Et donc cette installation trouvera sa place dans le lieu qu'on a choisi pour Monde Nouveau, qui est aujourd'hui appelé Lance de Poly, mais qui était une ancienne dynamiterie à Poly. Alors c'est une espèce de bâtiment qui est comme ça au bord de la plage. Donc on cherchait un lieu en fait où on allait directement pouvoir utiliser le sable présent. Donc il sera pris de la plage et puis ramené sur la plage après avoir été utilisé. Et donc c'est plutôt pas mal comme endroit. Et c'est une ancienne dynamiterie, alors je pense, a fermé en 1984. Mais c'est vrai que nous on avait commencé à bosser sur ces questions de vous avez vu les affiches artifices, donc forcément dynamiterie. En fait, ils fabriquaient de la poudre noire. Donc je parle très vite de ce projet, mais c'est aussi un projet qu'on va poursuivre et qui va trouver sa place. Alors, on est en train de trouver la manière, mais Saphir Artist, c'est la chose qu'on pour l'instant fabrique nous-mêmes, mais c'est vraiment de la poudre qu'on vient imprimer, en fait, qu'on vient floquer. Donc ça, c'est des choses qu'on a développées nous-mêmes qui sont des principes de flocage, donc on les fabrique nous-mêmes et ça donne ça. Donc c'est toujours cette idée il y a des phénomènes qui sont liés à cette poudre, parce que tant qu'on ne la brûle pas, on a l'impression que on pourrait dire que c'est du sable noir. Et c'est au moment où on l'allume qu'on comprend les séquences, et puis il y a des poudres qui ont des effets différents. Il y a toujours cette idée d'avoir une révélation de phénomènes scientifico-techniques invisibles. Et voilà. Et ça sera en juin 2023. Lance de Poly, c'est entre Port-Vendre et Banyuls. Merci. Déjà, merci Raphaël, Marion, Sophia, de nous avoir présenté vos projets. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle justement de la solution au problème inextricable
que le sable manifeste pour vous. On y reviendra au fil de la discussion, mais on voit bien que avec une même matière, un même matériau, il y a tout un tas de choses qui créent des passerelles entre vos projets, mais c'est aussi deux façons très différentes d'aborder cette matière. Et donc, question très simple, finalement, comment vous avez commencé à aborder la question du sable ? Nous, du coup, comme on a commencé, c'est vraiment cette vidéo sur la plage. Ouais. C'était pas juste pour la soirée. Et du coup, au début, on pense pas au problème. Au début, on pense que ça va être facile. Et c'est vraiment beaucoup d'expérimentation, beaucoup de tests qui font qu'on va arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et quand je dis problème, c'est pas forcément le fait que ce soit un problème. C'est quelle question, en fait, ça soulève. Et il y a une chose, par exemple, qui est partagée, je pense, par vos deux projets, c'est la question du mouvement, déjà. Peut-être. Bon, c'est-à-dire que oui, nous, on ne commence pas effectivement par un problème, on commence par le potentiel que tout ce que ce matériau peut amener. C'est-à-dire toutes les formes qu'il peut prendre, tout ce qu'il va pouvoir produire comme effet, comme caractéristique, tous les secrets qu'il a. C'est-à-dire que tous les savoirs physiques ou techniques qui sont derrière lui. Et en fait, la première phase du travail, c'est vraiment les explorer, c'est de les découvrir. C'est vraiment aller chercher, mais qu'est-ce qui permet de faire, etc. Et le sable est assez fascinant de ce côté-là, parce qu'en fait, c'est infini. On va devoir, sur le projet, on va devoir se limiter, mais en fait, il y a ce côté liquide, mais à la fois solide. Enfin, je pense qu'il y a des chercheurs qui bossent sur les trucs qui sont... Enfin, il y a des parties... des propriétés du sable qu'on ne comprend pas encore scientifiquement et techniquement. Donc nous, juste on regarde tout ce qu'il y a là-dedans et on essaie de voir comment on va pouvoir essayer de les maîtriser, de jouer avec et de permettre aux gens de... C'est là où ça devient ensuite vraiment un problème, c'est comment on arrive à techniquement essayer à s'approcher de ça pour permettre aux gens de jouer avec et de les manipuler. Allô ? Oui. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler avec le sable, j'avais pas encore décidé de travailler avec ses capacités de fluidité. Donc j'ai déjà commencé par faire beaucoup d'expérimentation avec la matière. Et j'avais cette volonté, d'une part, de travailler avec un matériau fini à travers le verre, mais j'avais aussi envie de travailler sur d'essayer de transformer moi-même en fait la matière brute. Et au final, ce qui m'intéressait dans cette idée de fluidité, c'était justement son mouvement et avoir l'impression en fait que le matériau est en vie. En fait, ce qu'on peut aussi avoir avec le verre et son rapport avec la réflexion, où en fait, finalement, on n'a pas l'impression de capter la matière instantanément. Et je pense que c'est pour ça que je suis allée dans un matériau brut et fluide et plus de particules. Et il y a un autre point commun entre vos deux projets, c'est le rapport à l'interaction et au corps. Dans le tien, ça passe par l'intermédiaire du danseur et de la chorégraphie. Vous, ça passe par le biais de la manipulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur l'importance de ces chorégraphies, en fait, dans vos projets ? Nous, il y a la présence, je pense que c'est vraiment un point commun, mais aussi vraiment une différence, c'est qu'il y a très peu de présence. Le sable ici ne nous révèle pas du tout de gestes ou de mouvements, il va révéler une mécanique. Néanmoins, il y a la seule interaction que le joueur a dans ces objets-là, c'est-à-dire, je pense, le projet où il y a le moins d'interaction physique, enfin physique au sens où on va avoir un sentiment direct. Là, on est vraiment dans une idée de réglage, c'est-à-dire qu'on vient régler des paramètres sur une machine et on observe les résultats. C'est beaucoup plus dans ces jouets-là des choses où on vient mettre tous les paramètres, les observer et puis ensuite venir les remodifier. Alors que je pense que dans ton cas, là, il y a vraiment une idée de révéler un mouvement ou de... Enfin, ce dont on a discuté aussi ensemble par rapport à justement les points convergents qu'on pouvait avoir entre nos deux façons en fait, de travailler et de s'approprier le sable. C'était cette idée de la mécanique, d'une part, la mécanique du sable actionnée par la machine à papier. C'est ça. Et de l'autre, en fait, l'objet qui est déclenché par et la visibilité en fait du sable qui
en fait, qui s'échappent des objets, actionnés par le danseur. Donc cette idée en fait que d'un côté c'est le corps qui actionne le fluide et de l'autre c'est le fluide qui vient actionner la machine en quelque sorte. Et ça, je pense qu'il y avait cette idée commune. Tu m'avais parlé de mécanique du geste et de mécanique de l'objet, qui reprenait un peu les deux dimensions que tu viens de décrire. Et après, il y a une autre chose aussi que vous mettez tous les trois en discussion, d'une certaine manière, c'est la dimension graphique du sable. Et pareil, vous ne l'abordez pas... alors, il y a des mécanismes identiques. Sur les derniers objets que vous nous avez montrés, par exemple, on retrouve ce que le danseur faisait dans la performance. Mais vous, il y a aussi une dimension graphique, justement, du sable comme activateur d'un mouvement, réserve d'énergie. Et de ton côté, c'est toujours dans cette mécanique du geste, c'est le geste qui vient dessiner quelque chose. En fait, c'est vrai qu'il y a aussi cette question de visibilité du sable qui est présente, où ça devient il y a une notion graphique où on vient dessiner dans l'espace grâce à un tracé. Et je pense que dans votre cas aussi, le fait que le sable finalement rentre à un endroit et en sorte par un autre vient aussi alimenter visuellement l'objet. Et je pense que c'était aussi intéressant de voir cette convergence visuelle. Après, il y a plusieurs caractéristiques graphiques au sable. Il y a cette idée du flux, mais on a pu faire tous ces objets avec de l'eau. Enfin, oui, c'est ça, avec un flux. Sauf qu'il y a vraiment une raison pratique, qui est que le sable, ça ne mouille pas. Ça peut se ramasser, ça peut se remettre. Donc ça, c'est un des points. Après, au-delà de ça, il a quand même une caractéristique graphique propre à lui-même, qui est différente de l'eau, c'est-à-dire ce côté... en fait, si on regarde de très près, c'est pas un flux justement, c'est un assemblage de granules, quoi. C'est-à-dire que de très près, c'est des billes, c'est très gros, c'est des balles, c'est encore plus proche. Et donc ça, c'est des choses graphiques assez intéressantes. En fait, nous, on s'en est rendu compte quand on a vu la première vidéo. En fait, ce qui nous avait plu, c'était ce côté justement il y avait des sables qui étaient c'était très contrasté. On voit un grain plus foncé qui passait. Et là, quand on a fait l'installation ce soir, on avait pris que du sable noir. Alors je pense que ça n'a pas très bien marché à la vidéo, on avait l'impression que c'était noir. En fait, on s'est mis à mettre du sable blanc à l'intérieur pour retrouver cette granulosité, ce mélange, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on va poursuivre dans un des jouets, mais il y a vraiment quelque chose quand même qui est différent de l'eau dans le truc. Et puis la manière dont il rebondit au sol. Par exemple, il y a un premier geste qui a été fait, que je ne m'étais pas rendu compte. C'est vraiment le côté que le sable, si on le met d'assez bas, ça va faire une ligne, ça va faire un trait. Si on met de plus haut, ça va faire deux lignes parce que sa propre physique va faire qu'il va s'écouler. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez fascinantes et assez inattendues en fait. Autant l'eau, c'est quelque chose qu'on a amené à... Bon voilà, on renverse des verres, on renverse du vin, on voit un peu, il y a des choses qu'on maîtrise plus. Je pense que la mécanique de ce fluide solide apporte de l'inattendu. Tu veux ajouter quelque chose ? Moi, c'était juste une référence de départ qu'on avait par rapport au sable. C'était tous les dessins indiens, les kolam qui sont faits pour porter bonheur devant les maisons chaque matin. Et c'est vraiment des dessins géométriques faits à partir de soit de poudre de riz. Les mandalas, non ? Oui, mandala, ça c'est tibétain, je pense. Et kolam, c'est vraiment, je pense, une seule couleur. Et c'est faire un dessin avec un seul fil, quoi. Et dans vos deux projets, il y a une dimension justement de révélation. Enfin, Raphaël, tu as utilisé ce mot plusieurs fois. Et toujours en regard de cette révélation de la mécanique de l'objet ou de la révélation de la mécanique du geste, mais induite en quelque sorte par le matériau et l'objet ? Point d'interrogation. Tu peux refaire la question ? Oui, sur le fait que, en fait, ce que je comprends et ce que Caroline a rappelé tout à l'heure, par exemple, sur ta façon de travailler qui amène à une performance et ensuite à des fonctionnalités, à des objets avec des fonctionnalités, c'est que dans la performance, il y a la révélation d'un geste qui est induit par l'objet.
Si j'ai bien compris la question, s'il y en avait, il y en avait une. En tout cas, chaque objet, chaque geste est en fait finalement chorégraphie, a été imaginé à partir de l'objet, mais aussi une idée de déconstruire aussi ce geste et aussi de l'apprivoiser. Et en fait, c'est vrai que la performance est centrée sur cette manipulation et a été créée autour, finalement, de façon centrale à partir de ces créations. Après, c'était aussi un va-et-vient entre justement la découverte de ce que la manipulation de ces objets allait induire corporellement et comment provoquer aussi des nouvelles postures et des nouvelles chorégraphies par la création de nouveaux objets ou par l'augmentation d'objets existants avec lesquels j'avais déjà expérimenté. Oui, et justement dans une recherche de design, d'habitude on va chercher le geste qui est déjà légitime ou qui est déjà connu de l'utilisateur final. Et dans ta démarche, on a l'impression que d'une certaine manière, tu fais la démarche inverse, c'est-à-dire tu produis le geste pour ensuite induire l'objet. Oui. Et aussi dans cette idée où j'ai travaillé avec un objet, à partir d'une typologie d'objet qui est le sablier, et j'ai essayé d'inventer en fait ou d'imaginer comment pourrait être cet objet, mais à l'échelle du corps, comment il pouvait être manipulé et provoquer aussi un mouvement. Et comment justement cet aspect cyclique en fait, du sablier, du fait de le retourner en permanence, pouvait aussi apparaître temporellement à travers la performance. Et au-delà de ça, même comment déconstruire cet aspect cyclique. Et justement, je rebondis sur l'aspect cyclique. C'est ce que vous nous avez montré, c'est aussi comment déconstruire d'une certaine manière le mouvement cyclique qui est créé par le sable. Oui, mais ça c'est propre à notre démarche qui est quand même de faire des jouets, créer une fascination, et donc il faut que les jouets aient une certaine durée, ils se répètent pas, c'est-à-dire qu'ils soient pas ennuyants en fait. Il faut on a envie de les jouer, on a envie qu'il y ait plein d'étapes, etc. Ça c'est vraiment une recherche à chaque fois qu'on cherche à générer de la complexité à partir de quelque chose d'un mouvement qui peut être plus ou moins simple. Donc c'est effectivement Et justement, toujours dans le prolongement de comment vous faites du design, toi par la performance, là tu viens de parler de créer une sorte de mystère, en fait, un truc un peu mystérieux, une attention particulière à l'objet, en ne dévoilant pas comment il fonctionne. Est-ce que pour vous c'est aussi une façon, justement, non pas d'interroger les usages, mais que l'utilisateur lui-même s'interroge sur ses propres usages? Peut-être. Non, mais en fait, on fait pas du design, on fait pas du tout du design industriel, etc. Mais il y a des questions qui se posent, qui sont propres aux design industriels, qui va être la question de la notice, de l'explication et de l'affordance d'un objet. Et c'est vraiment une question qui est centrale, même à notre échelle, de est-ce qu'on doit expliquer, est-ce qu'on doit montrer, etc. Il y a toujours c'est vraiment le dessin de ce qu'on fait. Je crois qu'on me fait plein de signes qu'il faut que j'arrête de parler. Alors Bon, merci beaucoup. De toute façon, on reprend la discussion juste après le film d'Alexandre. Et du coup, Alexandre, c'est à toi. Ce que vous allez voir, c'est un film, c'est 5 minutes, c'est un extrait d'un film, c'est en cours de construction. Je pense que c'est bien qu'on le regarde et qu'on en parle après. J'ai suivi depuis mars cette année jusqu'à février prochain. Mon projet Monde Nouveau, c'est de suivre les autres lauréats Monde Nouveau. Et d'essayer de comprendre en fait comment les pratiques artistiques aujourd'hui, ou comment une génération d'artistes décide toujours de construire des choses dans un monde qui tend à tomber. Donc voilà, moi c'est un film humoristique. Mais je pense que là j'ai travaillé un extrait pour ce film qui traite de la question de la matière.
On ne sait pas si cet extrait sera au début ou à la fin du film final. C'est un long métrage qui est en cours de construction, qui fera 1h20. Peut-être que tous les plans seront articulés différemment, et peut-être que les voix ne seront pas celles-ci. Mais en tout cas, ce que vous allez voir est une réflexion sur le rapport qu'on a à la matière et les mécaniques un peu souterraines, un peu plus complexes, on va dire, et peut-être plus émotionnelles aussi. Merci. Faire sculpture, c'est prendre la matière brute, informe, et tenter de lui donner forme et qu'elle se tienne debout pendant un temps. Était si beau, si poétique, c'est justement parce qu'il y a le risque de chute et que l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on érige justement une abbaye du Toronnet au milieu de nulle part, où chaque pierre est façonnée et ensuite érigée, en fait ce geste est magnifique parce que aussi justement il y a la gravité. Face à quelque chose de sublime. Le sublime intègre la notion de tragique. Et ce qui nous dérangeait, c'était le monumental, la grandeur. Et nous, on a voulu être minuscules. À chaque fois qu'on vient, les choses ont changé, se sont transformées, c'est une espèce d'état transitoire perpétuel. Les formes auxquelles nous on été confrontés, c'est une forme issue de catastrophe, qui a transformé le paysage, et ensuite des formes qui sont presque des caricatures de l'anthropocène, quoi. C'est-à-dire comment à un moment l'homme a une capacité à remodeler le paysage, l'environnement, etc. Et on s'est dit, est-ce que nous, on peut proposer des formes très modestes qui permettent des projections et du coup d'envisager le territoire et l'avenir de ce territoire dans une dimension portée par l'imaginaire.
Alors, toi, tu as un regard un peu particulier de designer. Caroline le rappelait, finalement, tu fais pas d'objets, mais tu filmes ou tu construis des objets filmiques, cinématographiques. Est-ce que déjà, tu peux nous parler un peu de cette démarche particulière? En tant que designer, j'essaye de construire des émotions au-delà des fonctions. J'ai toujours été intéressé en tout cas par la façon dont les artistes sont représentés aujourd'hui, ou les designers en règle générale. Enfin, j'ai commencé par le design, mais là ce sujet ouvre en fait à d'autres pratiques artistiques. Et ça m'intéresse de réfléchir à comment aujourd'hui en fait les artistes eux-mêmes peuvent dicter des formes dans lesquelles ils sont eux-mêmes représentés. Et comment chaque lieu, chaque façon de travailler, chaque recherche en tout cas, chaque territoire influe sur la façon dont moi je vais aller les rencontrer, les questions que je vais leur poser. Et c'est intéressant parce que Marion et Raphaël, je les connais depuis un moment. On a déjà travaillé sur un film ensemble et ils vont être aussi dans ce film. Donc je vais aller les rencontrer à cette poudrière, à peu près, c'est ça ? Début décembre, en hiver. Et donc, ça n'existe plus, mais enfin, ils me feront une visite. Mais en fait, tout est défini par les artistes eux-mêmes. Et là, ce soir, je découvre le travail de Sophia. J'étais extrêmement intéressé par aussi son... Enfin, c'est extrêmement narratif. Il y a un travail de son qui est extrêmement puissant aussi. On n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve que ton travail sonore en tant que spectateur, c'est extrêmement important. Aussi, le son du sable est assez beau. Et là, en fait, dans cet extrait, ça m'intéressait de démarrer par justement quelqu'un qui cherche sous le sable avec comme un détecteur de métaux. Qu'est-ce qui se passe sous la matière? Comment les artistes travaillent la matière? Et tous les sujets sous-jacents qui existent, en tout cas, autour de ça. Donc voilà. Moi, j'ai une question pour Alexandre. Est-ce que tu n'as pas l'impression de faire partie de leur projet ou de devenir indispensable Parce que quand on voit le plan où il y a le faux caillou, on a l'impression que ça fait partie de leur projet à eux. Enfin, que ça À quel moment tu te fais intégrer et avaler dans le projet? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est aussi quelle est la place que les artistes me laissent. Parce que ils peuvent me dire, il y a Lou qui est ici, qui travaille avec moi sur tout le projet de film. On a rencontré des artistes qui nous disent, moi je veux pas d'image sur ma voix. Donc ma voix elle pourra être utilisée que sur un fond noir. Donc dans toute la narration, comment on intègre ces questions-là. Et d'autres vont me laisser énormément de place. Enfin, là, c'était David et Colombe. Il y a aussi un travail relationnel qui est assez important quand ils me parlent de leur pratique. Quelle que soit la pratique artistique, mais un danseur ou un écrivain ou une autrice, un chorégraphe, un designer, il y a une vraie curiosité et j'ai pas les yeux. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je pige un peu ce qu'on me raconte parce que c'est ce que j'ai appris à faire aussi. Parce que je suis designer de formation, j'ai appris à faire des objets et donc c'est intéressant. Mais eux me laissent la place. Mais justement, moi, je filme par exemple ce plan qui est un peu un coulisse. Eux, ils ne le montrent pas. Et je leur montre aussi, je leur ai montré cet extrait avant de le présenter ce soir. Et ils sont toujours assez intrigués en fait de voir qu'est-ce qui va être montré de mon travail ou pas. Et la narration, c'est un point commun entre vos trois démarches. Mais tu viens de nous dire un peu où elle se situe, toi, dans ton projet. Je ne sais pas si Marion, Raphaël et Sophia, vous pouvez nous dire où vous positionnez la narration en fait dans votre travail. Enfin, moi, j'avais encore une question. Et vas-y, je t'en prie. En fait, je voulais savoir du coup si, pour toi, tu considérais ces courts-métrages comme des documentaires ou comme justement des œuvres dans lesquelles tu aussi te donnes des libertés d'interpréter par rapport au fait que tu cadres des scènes et qu'en fait, finalement, il y a ton regard à travers justement le montage et le cadrage. Et justement, tu sélectionnes finalement ce qui t'intéresse. Et donc, je voulais savoir justement la limite entre l'aspect documentaire et l'aspect artistique, vu que aussi tu as une formation de base artistique. Mais c'est ça, ça c'est assez intéressant parce que
le projet de base, c'était d'inclure tous les projets Monde Nouveau dans mon film. Sauf que je pensais pas qu'il y en allait avoir autant. Mais j'ai quand même lu tous les textes de chacun des projets. Enfin, les textes, je ne suis pas rentré intimement dans tous les textes, mais j'ai lu j'ai tout un travail de cartographie où tous les projets se placent. Enfin, il y a toute une recherche. Et en fait, là-dedans, j'ai choisi 35 artistes pour des sujets différents, pour des contextes différents, pour aussi des lieux où j'ai un affect. Évidemment qu'on choisit les choses on est guidé aussi parfois. Et donc c'est filmé comme un documentaire dans le sens où le présent est complètement assumé. C'est-à-dire, la dernière fois, il y a un mois, j'ai présenté un autre extrait dans les Cévennes et il a neigé. C'était pas prévu, il devait faire beau. La neige fait partie du moment. Enfin, et du coup, on fait avec ce qu'on a. Mais après, en effet, dans l'articulation, il y a presque un travail de fiction, en fait, où moi, je fais disparaître les artistes, dans le sens où c'est pas écrit qui parle, quelle est sa pratique, quel est son sujet. Mais c'est beaucoup plus, justement, comment on fait des liens entre le contenu de ce qu'ils racontent avec le territoire dans lequel ils sont placés au moment où même c'est filmé. Donc il y a un peu un travail multicouche comme ça, mais qui est... Mais voilà. Et du coup, juste un mot peut-être pour conclure sur cette question de narration, parce que Monde Nouveau, on l'évoquait tous les deux tout à l'heure, c'est aussi la question des images et des imaginaires nouveaux que les artistes, les designers peuvent produire et du coup nous permettre d'envisager les choses autrement, et notamment au travers du sable qui est une ressource épuisable, exploitée, voire sur laquelle on a un comportement prédateur. Mais au-delà même de ça, comment la narration et ces imaginaires, pour vous, ils viennent se positionner dans vos démarches de projet? Je pense qu'on est un peu tous... on essaye de raconter... n'essaye pas, je me dis pas que vous essayez de raconter une histoire, mais il y a un vrai travail rien que la présentation, on est sur un vrai travail narratif. Toi on n'en parle pas parce que c'est une performance, donc tout est scripté. Mais vas-y, parle-moi. Je peux parler de mon projet si tu veux. Mais nous, c'est une question qui est assez... on a entendu des choses. À un moment, je parlais de cette histoire de tapis roulant d'aéroport. En fait, alors qu'on fait des formes relativement abstraites, on sait tout le temps, quand on discute entre nous, peut-être le fait qu'on travaille à deux, en tout cas, on est obligé de s'appuyer sur ces discussions-là. Et par exemple, au début, en fait, on avait des références d'usines. Alors, on le voit encore un peu, je me dis qu'on le voit encore un peu, mais peut-être on le voit plus, mais avec les cheminées, etc. Et du coup, peut-être c'est pour ça qu'inconsciemment, on a fait cette présentation, on a réagrandi l'échelle, etc., pour se retrouver à l'échelle face à ces petites usines. Mais nous, c'est comme ça qu'on sert de la narration, en tout cas. Sophia? Moi, c'est vrai que ça a été une vraie question de base, la narration, puisque vu que je suis designer, j'ai jamais eu cette question à me poser, et c'était la première fois que je devais me le poser à travers la performance. Et la manière en fait dont j'ai réussi en fait à appréhender ce sujet, c'est à travers la musique, et justement travailler sur les différentes temporalités du rythme. Et c'est à partir de là en fait que j'ai créé la trame de la narration. Mais c'est vrai que c'est pas une tâche facile de faire ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on a plus, que la discussion va se prolonger dans un autre espace, qui est donc la cafétéria librairie de la Fondation Ricard. Je vous remercie tous. Moi, il y a juste un personnage auquel j'ai pensé en voyant tous vos projets. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Jean-Eugène Robert Houdin, qui est qui est horloger de formation. Enfin, qui était horloger de formation, qui ensuite a eu tout un tas de brevets autour de l'électricité à la fin du 19e siècle, notamment de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui existe toujours à Saint-Germain-des-Prés. Et plutôt comme Thomas Edison de fonder General Motors, lui, il a ouvert le premier théâtre des illusions à Paris. Et
si vous allez sur Gallica, le site de la BNF, vous pouvez trouver un texte de Houdin sur le prieuré, qui est sa maison, où en fait il décrit des portails qui s'ouvrent tout seuls, enfin tout un tas de choses qui à l'époque étaient de la magie, et aujourd'hui on appelle ça de la domotique. Et donc je trouve que toutes vos démarches, elles sont en continuité avec cette dimension un peu spectaculaire, magique, imaginative du design. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve tout de suite juste à côté.